Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre menu crowdfunding numéro 112, 113, j'ai perdu le fil, que voulez-vous? Et oui, nouvel environnement, nouvelle pièce, hein, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, on a déménagé le studio, hein, voilà, donc c'est à peu près le nouveau décor que vous aurez dans les semaines, les mois, les années peut-être à venir. Je ne sais pas, je pense que ce sera plutôt du moyen terme, on va dire, mais ceci dit, c'est pas dans sa version définitive, hein, parce que vous voyez, il y a une grosse porte qui rentre dans le champ de vision, c'est pas joli joli, mais d'un autre côté, là il y a un mur juste à côté de moi, une sorte de renfoncement qui fait que je peux pas prendre la Calax en plein milieu, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je pense que peut-être au fur et à mesure, je vais peut-être décaler la caméra un peu comme ça, en décalant, voilà, comme ça peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est encore un petit peu dégueulasse, que bon, il y a encore des affaires qui n'ont pas été rangées. Donc je ne sais pas encore. On verra bien ce que ça donne. Faut aussi encore et toujours que je m'achète une nouvelle caméra qui donne un peu une image un peu plus soyeuse. Mais pour l'instant, il faudra se satisfaire un petit peu de ce qui vous est proposé actuellement, même s'il y aura des améliorations à venir incessamment sous peu. Du coup, petit point hebdomadaire sur la chaîne, comme à l'accoutumée. Vous voyez ici qu'on a donc le menu crowdfunding de la semaine dernière qui a fait actuellement 1350 vues. C'est presque le record, je crois. On était à 1400, je crois, pour un menu il y a quelques mois de ça. Mais là, on fait quand même d'ailleurs plusieurs semaines d'affilée à 1300, environ 1200, 1300, 1200, 1100, 1200 et ça. Donc vraiment des beaux scores récemment, y compris pour la review de Unsettled dans la campagne est enfin lancée du côté de chez Game on Tabletop. On en reparlera un peu plus tard. Ensuite, allons voir tout de suite le sondage de la semaine, mais pour ce faire, on va d'abord changer de page, parce que voilà, c'était pas très clair. Alors donc, le projet le plus intéressant pour la semaine du 27 septembre, et j'ai le même problème qu'il y a 2 semaines. La semaine dernière, j'avais réussi à le résoudre. Cette semaine, j'ai beau cliquer, à nouveau, je n'ai que des pourcentages, et je n'ai pas les unités, le nombre de votes sur chacun des jeux, donc bon, il faudra s'en satisfaire encore une fois. Bon, au final, on arrive plus ou moins à s'y retrouver quand même. On voit bien que Aberration, Defenders of the Wild, mais également League of Dungeoneers pour l'extension The False Prophet, ainsi que The Shivers se partagent les premières places. On avait aussi Erune qui a un bon score, mais qui en fait a soit été repoussé, soit je m'étais gouré, je ne sais pas. Ce sera plutôt pour le début octobre. Donc ce ne sera pas pour cette semaine. Le reste, je crois qu'ils y sont tous, sauf peut-être Pugly Pirates que j'ai pas aperçu, mais c'était le jeu qui a recueilli le moins de voix au final, donc c'est pas très très important. Pour ceux qui voudraient voter pour les projets de la semaine suivante et voir éventuellement un premier aperçu de ce qui va débarquer dans la semaine à venir, eh bien vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour voir un petit peu les différents jeux pour lesquels vous pourrez voter, car oui, vous pouvez voter pour plusieurs jeux, ceux qui vous intéressent le plus. Sur ce, on est parti avec les entrées, les plats, les desserts, comme à l'accoutumée, les petits projets, les projets un peu médians et les gros projets de la semaine qui sont, pour être tout à fait honnête, pas si gros que ça, si ce n'est peut-être Unsettled, qui n'était même pas mentionné dans le sondage, parce que j'avais fait un oubli, mais il est bien évidemment dans les desserts de la semaine, parce que ça ne pouvait pas être autrement. On est parti. Une fois n'est pas coutume, on commence par un projet déjà annulé. Il s'agit de Celestial qui nous venait de Dimension Games. Alors pourquoi je mentionne un projet déjà annulé, ce qui est quand même assez peu courant, je n'avais pas l'habitude de le faire. C'était un projet qui en plus avait une VF, qui avait accueilli 380 contributeurs et 87 000 euros d'engrangés en l'espace de 3-4 jours. Donc sur le papier, ça avait pas l'air si mal que ça, mais ça, c'est si l'on oublie que Dimension Games, c'est un éditeur qui a au préalable déjà quelques projets, 5 ou 6 projets si mes souvenirs sont bons, notamment Deep Madness avec près de 5000 contributeurs. On avait aussi Twisted Fables qui a fait un gros succès, bon, un succès médian disons sur Kickstarter, mais ensuite un énorme succès en boutique, qu'on avait retrouvé par la suite sur GameFound également, qui avait fait un bon résultat. Et puis surtout aussi Dawn of Madness qui a fait 8384 contributeurs à l'époque. Et si j'ai bien compris, soit Dawn of Madness, soit Deep Madness Second Printing, je ne sais plus lequel des deux, n'a toujours pas été livré après, je crois, 3 ou 4 ans d'attente. Et ils ont lancé la campagne pour Celestial entre temps. Du coup, les backers l'ont pas forcément très très bien pris et ça s'est cassé la gueule assez rapidement, d'où l'annulation malgré les 87 000 euros d'engrangés. Bon, pour une fois, au moins, on avait un éditeur qui était franc sur le seuil de financement nécessaire à financer le jeu, 283 000 euros, c'était pas rien, mais du coup, c'était très très mal embarqué et ils ont une réputation un petit peu entachée, voilà, tout à fait, voilà, pour être tout à fait honnête.
Du coup, on les retrouvera, j'imagine, dans quelques mois, une fois que tout sera un petit peu tassé. Cette fois-ci, on va vraiment se lancer dans le premier projet de la semaine, et il s'agit d'un projet sur Ulule, donc français bien évidemment, et c'est Futur avec un S. Prenez les cartes en main, 128 cartes, 6 modes de jeu et des ateliers pour faire de demain un meilleur lendemain. Et pour l'instant, on a 106 contributions, 16 jours avant la fin de la campagne, et le jeu est déjà presque financé. Il reste très peu de contributions pour pouvoir atteindre justement ce seuil de financement du projet qui vient de Nils et de Mélanie, donc l'équipe de Futur. Et comme d'habitude pour les projets Ulule, je vous laisse parcourir la page par vous-même, parce que tout est en français de toute façon, vous n'avez pas forcément vraiment besoin de moi. Sachez juste qu'il s'agit d'un jeu qui vous permet un peu de vous lancer dans un futur plus radieux, on va dire, avec différents modes de jeu. Alors est-ce que chacun de ces modes de jeu vont casser 3 pattes à un ornithorynque du Grand Nord? Ben, ma foi, je ne saurais pas vous le dire. Bon, sachez juste que ça existe, et pour l'instant je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que, bon, au demeurant, c'est pas non plus très cher, comme vous pouvez voir, on est à 17 € pour la boîte, donc c'est pas outrancier, j'ai envie de dire. Mais pour le reste, je n'en sais pas grand chose, j'ai pas fouillé plus que ça, parce que j'ai eu très peu de temps pour moi cette semaine, mais bon, sachez que sur Ulule, il y a actuellement un petit projet intitulé Futur, qui pourrait éventuellement attirer votre attention. Autre projet français, il s'agit de Fantasy Farfetch'd Quest sur GameFound actuellement, et pour l'instant il prend un four, soyons honnêtes. Sur GameFound, dans la période actuelle, avec beaucoup de concurrence, comme depuis le début du mois de septembre de toute façon, c'était assez compliqué de lancer, j'allais dire couru d'avance, peut-être pas quand même, mais disons que ça semblait un petit peu difficile, et ça se confirme avec seulement 26 backers pour Fantasy Farfetch'd Quest, qui au demeurant est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties relativement courtes de 45 minutes, pour 8 ans et plus, ce qui en fait un jeu en campagne, RPG on va dire, plutôt familial, même axé très familial, un petit peu votre premier RPG sur table on va dire, en gros, avec de jolies petites miniatures qui plus est. Le matériel a l'air d'être plutôt sympatoche, vraiment pour un premier projet, si je ne me trompe pas, de GAN Factory, ça semblait relativement prometteur dans la catégorie à laquelle il appartient, mais ça n'a pas forcément rencontré son public, hein, loin de là, malgré les 20 € qui séparent le prix sur GameFound du prix potentiel en boutique, si toutefois il atteint les boutiques un jour, parce que pour l'instant, la campagne elle-même se passant comme elle se passe, c'est pas garanti que derrière on le retrouve en boutique non plus. Sachez qu'en plus il s'agit d'un jeu qui s'accompagne de narration audio via une application dédiée, donc ça pourrait être aussi intéressant en termes d'immersion avec vos petits. Voilà, donc vous irez découvrir éventuellement Fantasy Farfetch'd Quest. La page n'est, elle, peut-être pas en français. Ah si, j'ai l'impression que désormais c'est tout sur GameFound qui est disponible également en français. On va aller checker rapidement, auquel cas ce serait très rapide pour les prochaines campagnes chez eux. Alors ça charge du coup. Regardons un petit peu ensemble. Ah ouais, apparemment, c'est bel et bien en français. Donc ça c'est quand même plutôt très pratique. Donc vraiment un grand coup de chapeau à GameFound pour cet ajout de la traduction. Alors je pense qu'ils utilisent certainement une IA pour avoir une traduction automatique en différentes langues comme ça pour leurs campagnes. C'est quand même très cool. Ça me permet de passer un petit peu moins de temps de présentation pour chacun de ces projets là notamment. Donc voilà, à signaler, donc Fantasy Farfetch'd Quest de GAN Factory, c'est français, c'est en français aussi, c'est sur GameFound, pour l'instant c'est quand même assez mal parti. On enchaîne tout de suite avec une licence japonaise, mais un éditeur qui nous vient des États-Unis, c'est Maestro Media qui lance son deuxième projet sur Kickstarter. On les avait déjà entreaperçus pour Sally Face Strange Nightmares l'année dernière. Ça avait fait quand même 3025 contributeurs, donc c'était quand même un assez beau résultat. Et ils relancent leur machine avec Hello Kitty Day at the Park. Donc la fameuse licence, le fameux personnage, le petit chat qui n'a pas de bouche, donc qui nous vient du Japon, du pays du soleil d'avant. C'est un peu une institution hein, ici au Japon. Mais il semblerait, si j'ai bien compris ce que Xavier m'a dit, parce qu'il s'y connaît mieux que moi en Hello Kitty, apparemment, il n'y a pas véritablement de licence, de copyright sur Hello Kitty, donc n'importe qui peut faire un jeu basé sur cet univers-là. Bon, je l'ignorais, pourtant ils auraient pu se faire max de thunes parce que c'est utilisé à outrance. Pour le coup, Hello Kitty Day at the Park, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 45 minutes,
quand même, c'est pas si court que ça, pour un jeu assez familial qui touche les 8 ans et plus. Enfin, qui touche, toute proportion, tout bien, tout honneur. Hein. 26 jours avant la fin de la campagne, 1230 contributeurs à l'heure actuelle et déjà près de 80 000 € d'engrangés. Donc le jeu est largement financé. À signaler aussi pour ceux que ça pourrait potentiellement intéresser que c'est l'œuvre de Robert Atelier, donc on est sur une auteure de jeu de société. Et donc pour ce jeu qui est Hello Kitty Day at the Park, vous allez avoir un petit peu d'exploration de tuiles dans le parc de Hello Kitty avec les différents autres personnages de l'univers de Sanrio, donc l'univers de la marque qui a créé tout un tas de personnages dont Hello Kitty est la plus célèbre, mais en fait il y en a tout un tas d'autres, et vous aurez à cœur de collecter certaines icônes, certaines petites ressources par-ci par-là qui seront notamment illustrées par des petits tokens que vous voyez ici, qui seront présents sur des cartes, pour aller compléter certaines petites missions, etc. Bon, je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde parmi les spectateurs de la chaîne, a priori, même, quoique il y a peut-être ceux qui ont des enfants que ça pourrait intéresser, mais même si c'est le cas, pas de VF pour l'instant en tout cas, peut-être qu'elle sera annoncée par la suite, peut-être qu'on la retrouvera en boutique par la suite, mais en l'état, dans la campagne, il n'y a pas de VF pour l'instant, donc même si vous êtes des gros fans de Hello Kitty, bon, je sais pas si ça vous intéressera, mais bon, au moins la présentation aura été faite et il vous en coûtera 30 $ pour la version retail, pour la version en boutique, si un jour elle arrive en France en tout cas. Et vous avez aussi une édition exclusive à 60 $ qui vient pimper un peu le tout. On aura de l'acrylique, on aura des composants un petit peu upgradés. Voilà donc pour ce qui est de Hello Kitty Day at the Park, déjà 1230 contributeurs, c'est quand même pas rien, 26 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur Monasterium, le premier projet de Emerald Games qui nous vient des États-Unis. Même si vous voyez que le créateur, ou en tout cas celui qui gère Emerald Games, a un prénom ou un nom de famille d'ailleurs plus chinois qu'américain, mais c'est bien basé à Cheyenne aux États-Unis. Et donc Monasterium, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est un jeu euro qui vous proposera des parties de 60 à 120 minutes pour 12 ans et plus, donc disons initié plus maximum. Pour l'instant, vous le voyez, c'est plutôt un bid à 63 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne, on est quand même assez loin du seuil de financement, même s'il y a peut-être encore un petit peu d'espoir, allez savoir, mais en même temps, je vais pas passer beaucoup de temps dessus pour la simple et bonne raison, je vais dire passer tout de suite à la fin de la campagne que vous allez le voir ici, USA, Canada, Mexique, pas la France. Donc je fais un petit encart sur le projet malgré tout pour les quelques Québécois qui pourraient éventuellement nous suivre. Je sais qu'il y a notamment La Flèche qui nous regarde parfois, donc bonjour à toi La Flèche. Et puis ma foi, pour les autres qui habitent en France, en Suisse ou que sais-je encore, c'est mort pour cette campagne-là. Donc ne vous intéressez pas spécialement autre mesure à Monasterium, même si bon vous le voyez, hein, c'est un jeu euro qui présente pas trop mal, de placement d'ouvriers, même si vos ouvriers ils sont ici des dés. Dans lequel vous aurez à cœur de construire des monastères les plus jolis, avec des vitraux magnifiques, etc. Ça fait très jeu à l'allemande des années un petit peu 2000-2010, mais ça a son charme malgré tout, et ça peut faire le job. Il y a aussi une édition un petit peu deluxifiée avec du screen print, hein, des jetons, des meeples sérigraphiés, etc. Pourquoi pas. Voilà donc pour Monasterium qui a un pledge à 60 et un pledge à 90 $ également, mais encore une fois, pas pour l'Europe, donc a priori ça concernera pas grand monde sur la chaîne. C'est désormais financé pour Mind Cycling, on le voyait récemment assez souvent popper sur Facebook notamment, ou dans les différentes communautés de ludistes francophones sur Facebook, sur Quoud également si je me souviens bien. Bref, il y a pas mal d'endroits où l'on parlait de Mind Cycling, le projet belge qui nous vient donc de Mind Cycling, c'est le même nom pour l'éditeur que pour le jeu, et qui nous vient de Philippe Sheinok, désolé si je prononce ça un petit peu avec une truelle. Et donc c'est un jeu de cyclisme, donc qui vous rappellera forcément un petit peu Flamme Rouge de par sa thématique, même si en termes de gameplay, on est très loin de ce que pouvait proposer le jeu du Norvégien, dont j'ai oublié le nom. Alors je vais me retourner une seconde. Granerud, c'est le même que Heat qui est derrière moi. Granerud qui avait fait Flamme Rouge et Heat, et donc c'est relativement différent, il n'y a que la thématique qui est partagée ici, et donc c'est financé, vous le voyez, avec 86 contributeurs, donc c'est pas un départ canon pour le coup, mais bon, il y a des aides de montagne, il faut savoir s'économiser pour faire un bon score au final. Il reste 27 jours pour pouvoir forcément, éventuellement,
atteindre, je ne sais pas, peut-être 300, 400 contributeurs, ce serait déjà pas si mal en réalité. Et comme vous le voyez ici, c'est un jeu qui est sans dés et sans chance, c'est uniquement et seulement de la pure stratégie, avec différents prix à aller essayer d'achoper, comme le meilleur coureur, le meilleur grimpeur, la meilleure équipe, etc. etc. Le tout avec un jeu donc basé exclusivement sur de la stratégie pour 2 à 6 joueurs, pour 10 ans et plus, donc ça en fait un jeu qui reste malgré tout relativement accessible, bien que stratégique et dénué de tout aspect de chance, et pour des parties de 20 à 60 minutes, avec différentes équipes qui auront parfois, j'imagine, un petit peu leur propre spécificité, leur propre spécialité vis-à-vis de tel ou tel terrain par exemple, à confirmer. Donc voilà, pour le reste, je pense que vous avez certainement déjà vu le jeu sur les réseaux récemment. Peut-être, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'est pas présenté vraiment dans le détail en termes de gameplay sur la page Kickstarter. C'est peut-être une des choses qui, du coup, l'emmène vers un chemin un petit peu complexe pour l'instant, puisqu'on sait vrai qu'on a une petite partie ici About the Game, on a peut-être quelques petites vidéos par-ci par-là, certes, mais la page en elle-même, elle n'est pas hyper parlante en termes de gameplay, et ça c'est toujours un petit peu dommage, parce que c'est quand même la première chose, et parfois souvent même, ça dépend des gens, la seule chose que l'on regarde. On se penche pas forcément toujours sur les vidéos pour voir un peu ce dont il retourne en termes de gameplay, et du coup c'est un petit peu dommage. Vous avez un pledge ici, parce que le early bird est déjà terminé, à 36€ pour les 100 premiers backers, donc c'est bientôt terminé également d'ailleurs. Vous avez un pledge à 43 ensuite pour le jeu, plus l'équipe blanche que vous pourrez colorer par vous-même, parce qu'il y aura différentes couleurs d'équipe bien évidemment, que vous pourrez colorer ou personnaliser un petit peu. Vous aurez aussi le jeu plus un petit trophée que vous voyez ici à 53€. Vous aurez aussi l'opportunité de faire un petit pledge groupé pour avoir 5 copies du jeu à 108€. Et ma foi, c'est après tout, sachez quand même que vous devriez normalement être livré pour mars 2024 si tout se passe bien d'ici là. Voilà donc pour Mind Cycling, même si pour l'instant ça commence un petit peu doucement, un petit peu difficilement, on peut saluer quand même le fait que le jeu, ça y est, ait atteint son seuil de financement, donc bravo à eux. Alors attention à tous les amateurs potentiels de la DA de Margrave The Martial Lords, parce que oui, vous allez le voir, la DA est très jolie ma foi, ça présente plutôt très bien, il y a des belles miniatures dans tous les sens aussi, mais attention quand même, alors je ne suis pas expert, j'ai pas fouillé plus que ça, parce qu'encore une fois je n'ai pas eu tellement de temps cette semaine, mais vous pouvez voir qu'ici on a 41 backers, donc c'est plutôt un score de bid intersidéral, mais c'est financé avec 22 000 livres. Donc, on va sortir la calculatrice, parce que bon, le calcul mental avec des sommes pareilles, je ne suis pas forcément hyper compétent, mais 22 067 divisé par 41 backers, ça fait 538 livres par tête de pipe. Ça fait chéro quand même, non ? Et pourtant, vous allez voir que les pledges sont pas tous si chers que ça. On va passer directement d'ailleurs au pledge. On a un pledge qui commence à 90, on en a même plus bas à 30, à 200 certes. Alors ensuite on a un all-in à 500, mais ça veut dire que là tout le monde a backé pour du all-in, voire même plus que ça d'ailleurs. Donc ouais, je me pose des questions. Alors certes, on a des très belles miniatures, etc. Bon, la DA est très très jolie aussi. On est sur un jeu de figurines d'escarmouches, etc. Moi, je suis quand même assez étonné de voir que si peu de gens ont réussi à réunir une telle somme aussi rapidement, parce que vraiment on est sur un nombre de backers vraiment de jeux qui n'a pas trouvé son public, mais avec une somme acquise pour l'instant qui, elle par contre, semble correspondre plutôt à un bon début de première campagne pour un éditeur qui n'a pas encore fait un nom conséquent sur GameFound, Kickstarter ou les autres plateformes de crowdfunding de manière générale. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement, mais bon, peut-être méfiez-vous un petit peu. Les amateurs de golf parmi vous, ou de mini-golf d'ailleurs plutôt, seront ravis de voir la campagne de Tiny Mini Golf. Ceux qui en revanche n'aiment pas beaucoup les Roll and Write courront se réfugier ailleurs, loin de cette page, puisque Tiny Mini Golf c'est un peu un mélange des deux. On est sur un jeu de mini-golf, ou de golf, comme vous voulez, mais en Roll and Write, et qui plus est en print and play, donc il faudra en plus imprimer ça chez vous, pour le prix très modique, comme souvent les print and play, de 3€. Pour l'instant, le jeu de Kamis Kaminski, donc un polonais, a attiré quand même 302 backers, c'est pas rien, 2122€ d'engrangés, ce qui est quand même plutôt un bon résultat pour un premier projet sur Kickstarter, même si on est effectivement sur un print and play à très bas coût, donc effectivement c'est plus facile d'attirer les gens, mais quand même, et 29 jours avant la fin de la campagne, ça sent quand même le 1000 contributeurs d'ici la fin de la campagne environ, donc c'est quand même un bon résultat.
Et donc, pour le résumer un petit peu ça, vous allez jeter différents dés qui vont vous permettre de faire des figures pour construire un terrain de golf ou de mini-golf, pour être plus exact. Et une fois que c'est terminé, eh bien, vous allez passer votre fiche que vous aurez donc conçue à votre voisin qui lui va chercher à bien tout simplement remplir votre mission, donc mettre la balle dans le petit trou, bien évidemment. Relativement simple de ce point de vue là, mais ça peut être assez fun. C'est pas tellement un jeu qui correspond à mon type de joueur ou même à celui de Xavier par exemple, mais bon, pourquoi pas, ma foi, ça peut être assez fun le temps d'un après-midi. À voir, à voir. Voilà donc pour Tiny Mini Golf, 302 contributeurs pour l'instant, 29 jours avant la fin de la campagne, et c'était donc la dernière entrée de la semaine. On va maintenant tout de suite s'orienter sur les plats principaux. Pour le sondage de cette semaine, j'avais donné ma voix à 2 jeux. Le premier, c'était justement Defenders of the Wild. Et vous l'aviez vous-même d'ailleurs placé assez haut dans le sondage de la semaine. Et donc vous pourriez me dire, mais pourquoi n'est-il pas dans les desserts de cette semaine? Eh bien pour la simple et bonne raison que Defenders of the Wild, malgré l'intérêt que j'ai pour lui, parce qu'il s'agit quand même de l'auteur de Parks entre autres, avec une très très belle DA qui rappelle un petit peu Scythe et Everdell en même temps, ce qui est un petit peu fun pour le coup, et bien malgré tout ça, malgré l'attrait que j'ai pour lui, eh ben la campagne est un petit peu mal foutue, quoi. Donc du coup je l'ai un peu déclassé, même s'il appartient à l'agence de licence pour laquelle je bosse, voyez-vous. Et donc Defenders of the Wild, malgré tout, pour l'instant a fait un bon début de campagne avec 964 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. On est donc largement financé pour l'instant sans trop de problèmes, et c'est une campagne qui va en réalité vous proposer 2 jeux. C'est peut-être aussi là où le bas blesse un petit peu, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeu de société que vous voyez ici, Defenders of the Wild, pour 44$ pièce, pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties de 1 à 2 heures, ou en gros, pour simplifier, 30 minutes par joueur autour de la table. Et vous avez également un RPG dans l'univers bien sûr de Defenders of the Wild, mais cette fois-ci intitulé Defenders Almanac. Voilà, donc un RPG avec 120 pages illustrées. Vous pouvez aussi prendre bien sûr les deux pour 80$, qui est une petite ristourne à l'occasion. Le tout créé par T.L. Simons, par Outlandish Games, qui semble être un primo-éditeur sur Kickstarter, mais il n'en est rien, ils ont juste changé de nom et donc créé un nouveau compte, mais en fait c'est l'équipe d'ailleurs derrière Block by Block, le jeu qui faisait penser un petit peu à comment dirais-je, un jeu pour la promotion des émeutes légèrement violentes envers les flics, on va dire. Bon, c'est un jeu qui n'était pas forcément passé inaperçu, qui avait fait un passage sur Kickstarter, puis un autre sur GameFound, qui avait plutôt bien marché d'ailleurs. Et donc du coup, comme je disais alors, par l'auteur quand même de Parks, donc belle équipe derrière ce jeu. Et donc là où le bas blesse, comme je l'ai dit, au-delà du fait qu'on peut effectivement lire le livret de règles ici en anglais, pas en français, c'est que au-delà de ça, vous allez le voir assez rapidement, on a quelques bribes qui nous disent par exemple que c'est un jeu coopératif qui se base essentiellement sur de la gestion de main. Ok, cool, on a une présentation des différents composants pour chacune des factions que vous pourrez contrôler. Il y a ici The Order, on a aussi The Council, The Sect, on a encore The Coven par exemple. Mais, on continue et on voit pas grand chose en termes de gameplay, parce qu'on passe tout de suite au RPG. Vous avez aussi aperçu les machines qui seront donc votre adversaire, parce qu'on est quand même sur un jeu coop face aux machines. Mais derrière, ouais, il y a le RPG. Ok, très bien. Bon, on voit comment ça se passe, comment créer un personnage, etc. Ok, très bien. Bon, et comment on joue? Eh ben, on joue pas. Alors certes, il y a quelques vidéos, vous pouvez les voir ici, donc on a par exemple une review, une playthrough également, donc une partie complète qui doit être filmée quelque part, mais le truc c'est qu'encore une fois, comme pour Mind Cycling, faut présenter le jeu un peu plus en détail dans ses mécanismes, dans son gameplay, sur la page de la campagne elle-même, c'est quand même bien plus important que de n'avoir beaucoup de petites illustrations telles que celle-ci, même si c'est important également. Il faut quand même savoir après là où on s'aventure en termes de gameplay pour séduire un maximum de personnes. Bon, après ils ont quand même réussi à atteindre 1000 backers, ce qui est quand même pas ridicule, loin de là, mais quand même je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux si le jeu avait été présenté un peu plus en détail en termes de gameplay, sans forcément aller jusqu'à dévoiler la totalité des règles, bien évidemment, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il y a beaucoup de campagnes qui le font très très bien, avec des petits gîtes, des choses comme ça, avec les différentes phases de jeu, comment dirais-je, présentées en l'espace de 4-5 lignes chacune par exemple. Ça ferait le job, là ils l'ont pas fait. Ensuite, pour ce qui est des frais de port,
Canada, 14, 18, 20, 40 en fonction du pledge que vous allez choisir, donc le jeu de base, le RPG, les deux par exemple, ou un pledge groupé, à vous de voir. Ensuite pour l'Europe, avec la Belgique et la France dans cette même zone, 16, 18, 22, 32. Pour ceux qui éventuellement seraient au Luxembourg par exemple, 18, 20, 24, 34, ou pour nos amis suisses, c'est ici, 28, 30, 33, 38, et puis pour nous au Japon, 20 jusqu'à 58 dollars de frais de port. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, même si je suis le premier déçu à devoir me limiter à cela, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui me faisait de l'œil, et qu'en plus de ça, bon, c'est quand même un auteur qui est maintenant à une certaine renommée, avec une très belle direction artistique, une thématique assez fun. J'avais envie de dire pourquoi pas, et finalement je me retrouve avec peut-être un jour, si jamais je le trouve en retail, en boutique, peut-être pour le tester, mais pas plus loin que ça. Il y a 1 an et demi de ça, Mood Publishing, les Danois de Mood Publishing, avaient proposé une première adaptation de Deep Rock Galactic, un jeu vidéo assez populaire semble-t-il sur Steam, en jeu de société, et ça avait fait un gros succès à l'époque. Vous voyez, près de 20 000 contributeurs sur le projet l'année dernière. C'était vraiment un très très beau succès pour cette équipe de Mood Publishing. Et donc ils reviennent avec deux nouvelles extensions pour Deep Rock Galactic, Space Rig et Biome. Une extension qui vient vous ajouter de nouvelles missions et une extension qui, elle, vient rejeter de nouveaux biomes, comme son nom l'indique, donc de nouvelles types de cavernes à l'explorer, de nouveaux minéraux à aller miner, de nouveaux ennemis, de nouvelles machines que vous pourrez utiliser pour retirer encore plus de ressources, etc. etc. Donc encore plus de ce qu'on a déjà vu dans le jeu de base, mais également quelques petits ajouts de gameplay, notamment ici au niveau du processing, on voit qu'il y a des tuyaux avec des ressources qui peuvent se retourner, enfin être acheminées on va dire plutôt, vers une machine centrale ici. Je crois qu'on n'avait pas vu ça dans le jeu de base, à vérifier. Je n'ai pas joué au jeu de base. Il y a de nouvelles ressources à éliminer, telles que vous voyez ici cette grosse boule que vous pourrez éliminer avec une sorte de bulldozer à chenilles là comme ça, que vous devrez protéger face à certaines, on ne sait pas vraiment si c'est une sorte de plantes ou de caillasses ou d'animaux un peu étranges, mais bon, ils vont pas vous laisser miner en toute tranquillité, donc il faudra essayer de faire la couverture de votre machine, de votre bulldozer en gros, plus d'autres missions à aller accomplir durant la partie, et puis donc avec Biome, comme j'ai dit, donc de nouveaux environnements à aller explorer et à aller miner. On aura Magma Core, donc une sorte de volcan sur le point d'entrer en éruption, on aura une caverne remplie de champignons, on aura une caverne glacée, etc. Avec bien sûr pour chacun de ces environnements des ennemis qui seront un petit peu différents, un gameplay qui le sera également, des ressources qui seront certainement un petit peu différentes également. Donc voilà, pas mal de nouveautés également en termes de gameplay et aussi en termes simplement de ce qu'on avait déjà vu, mais en plus de ce qu'on avait dans le jeu de base. Pour les pledges, on a Space Rig, donc l'une des deux extensions à 80€, donc oui, ça fait de la grosse extension bien chère. On a ensuite Biome, deuxième extension à 80€ également. On est sur de la grosse extension quand même. 140 si vous prenez les deux, avec une petite ristourne. Et pour ceux qui avaient raté la première campagne, mais qui voudraient le tout, c'est faisable également. Il faut juste que je retrouve le tout, parce qu'on a aussi une réimpression. Voilà, vous avez le Newcomer par exemple, avec la seconde édition du jeu de base à 125€. Et pour ceux qui voudraient le jeu de base plus les extensions, vous pouvez aller chercher très cher assez rapidement. D'ailleurs je m'y perds, vous le voyez, hein. J'arrive même pas à retrouver les informations, mais bon, vous aurez compris en gros que c'est 125 pour le jeu de base, 80 par extension derrière, donc vous allez avoir beaucoup d'argent à dépenser. Peut-être que si je me mets ici, ce sera plus facile à suivre. Expansion Bundle, Collector's Choice, non c'est même pas encore ça parce qu'il n'y a pas le jeu de base là-dedans. Ouais, ça doit être ici, Newcomer plus Space Rig et Biome, ouais, donc le jeu de base plus les extensions, 240€, et encore vous avez une version Deluxe éventuellement à 330 qui est bien celle qu'on a sous les yeux ici du coup. Donc ouais, ça fait quand même très cher, mais bon, il faut le vouloir, hein. Si vous êtes fan du jeu de jeux vidéo à l'origine, ça peut être une bonne pioche éventuellement, à voir.
Ensuite, pour ce qui est des frais de port, assez rapidement, on va aller checker ensemble, alors que vous voyez qu'il y a quand même un matos quand même assez foisonnant et qui a l'air d'être assez qualitatif, avec en plus des plateaux double épaisseur, donc ça a l'air d'être quand même très très bien produit, et ça a l'air d'être assez fidèle aussi à l'univers du jeu vidéo, même si encore une fois je n'y ai pas joué, donc je ne saurais pas vous le dire avec une certitude, avec une grande assurance, on va dire. Ensuite, disais-je, les frais de port, voilà, c'est ici que ça se passe. Alors ça va beaucoup dépendre du pledge que vous allez choisir, bien évidemment, ça semble assez logique. Pour l'Union Européenne par exemple, ça va aller de 19,23 à 24,31 en fonction du pledge que vous allez choisir. Donc ils ont réussi quand même à faire une fourchette relativement étroite, alors que la quantité de matériel est quand même assez différente d'un pledge à l'autre, donc félicitations à eux pour ça. Pour le Canada, 15 à 30 jusqu'à 20 et 50 par exemple, et puis pour nous qui sommes au Japon par exemple, ce serait 29,30 jusqu'à 66-67 euros de frais de port. Et pour ce qui est de la timeline, vous devriez théoriquement être livré à début de l'automne 2024, on va dire, si tout se passe bien. Voilà donc pour Deep Rock Galactic et ses deux extensions Space Rig et Biome. 16 jours avant la fin de la campagne, on est déjà à 6700 contributeurs et 1 500 000 euros d'engrangés, donc très très beau résultat, même si on est quand même encore assez loin des 20 000 de la première campagne, mais bon, il reste encore 2 semaines et demie, donc c'est encore faisable à mon avis, même si je pense pas qu'on ira chercher un résultat aussi conséquent vu la première semaine qu'ils nous ont faite ici. Je m'orienterai plutôt vers un petit, peut-être 12 000 en étant un peu optimiste à mon avis. On retrouve l'équipe de Side Room Games pour une nouvelle campagne, la dernière de la trilogie de cette, comment dirais-je, la cueillette dans les bois, on va dire, en gros. Hein. Puisque, si vous vous souvenez bien, Side Room Games avait commencé par Orchard, qui avait fait 2500 contributeurs à l'époque, c'était juste après Maki première édition, après Black Sonata première édition également. Puis quelques temps après, ils avaient pondu Grove avec 2500 aussi approximativement, donc même résultat. Et donc ils terminent cette trilogie par Forage, qui lui pour l'instant a recueilli 1762 backers. Donc je pense qu'on va aller battre les deux précédents jeux avec ce dernier épisode qui est Forage, qui encore une fois vous propose une expérience solo pour 10 minutes environ, donc vraiment très très court, et avec seulement 9 cartes et quelques dés. Donc voilà, un jeu solitaire avec 9 cartes, quelques dés par-ci par-là, et ça marche très très bien, comme c'était déjà le cas pour Grove ou pour Orchard, qui font souvent partie des top 10, 20, 30, 50 des meilleurs jeux en solo. Alors bien sûr ça dépend de ce que vous recherchez chez un jeu en solo. Est-ce que c'est des grosses campagnes façon Tainted Grail par exemple, ou est-ce que vous vous contentez de parties bien plus courtes comme c'est le cas ici avec Orchard? Eh ben à vous de voir pour le coup, mais ça fait partie des jeux qui généralement sont très bien classés pour les jeux solo. Comme Maki d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de jeux qui se jouent solo, c'était même le cas aussi pour Mechanical Beast qui pouvait même se jouer à 0 joueur, c'était assez étrange, avec deux IA qui jouent l'une contre l'autre, même si vous deviez bien évidemment bouger les pièces. Et donc, Forage, nouveau puzzle de 9 cartes avec quelques dés, toujours pour 15$, hein, c'est le même prix que les précédents épisodes, je crois, c'était peut-être 12 avant. C'était peut-être 12 pour Orchard et pour Grove, à vérifier, mais bref, on reste sur des bases assez similaires. Et vous le voyez ici, on aura une VF qui sera assurée par Origame. Je crois que c'était déjà eux qui s'occupaient d'ailleurs de Grove, à vérifier. Mais on aura donc une VF pour Forage, qui sera peut-être pas intitulée comme ça pour le coup d'ailleurs, à vérifier. Et donc vous aurez des cartes qui seront composées de différents terrains, on va dire, de différents fruits ou légumes que vous pourrez aller cueillir, et il faudra faire de la pose de dés en fonction de la valeur comment vous réussirez à obtenir ou non, de manière optimale ou non, ce que vous recherchez. C'est un petit puzzle. Avec 9 cartes, c'est pas très compliqué, il y a des recettes à réussir à compléter, on va dire, différents petits dés customisés. C'est très simple, mais il paraît que c'est très satisfaisant. Je n'ai pu tester aucun des 3 jeux de la série, donc je ne pourrais pas vous en parler bien plus en profondeur que ce que je ne viens de faire, mais je peux juste vous dire qu'ils ont de très bonne réputation et qu'en plus, si jamais vous avez raté Grove et Orchard, vous avez aussi une Collector's Box qui contiendra les 3, qui sera disponible à la vente durant la campagne, donc ça aussi c'est sympatoche. Pour le reste, vous aurez une VF, même si pour l'instant il n'y a pas de vidéo en VF durant la campagne, mais je pense que bon, il s'agit d'un jeu relativement simple, donc même si vous regardez une vidéo en anglais, vous pourriez certainement comprendre de quoi il retourne assez facilement.
Pour le shipping, vous les avez vu, c'est des très petits jeux, hein, vraiment ça tient dans une poche quasiment, donc le shipping s'en ressent avec, pour l'Union Européenne, avec la France ici par exemple, 5 $ de frais de port. Pour nos amis suisses par exemple c'est un petit peu plus cher avec du 6 $, pour le Canada 6 $ également, pour nous au Japon 5 $, donc vous voyez c'est quand même très abordable. Et pour confirmer c'est bien ça, ouais, French Ori Games, donc oui c'est bien Ori Games qui a l'AVF de Forage. Donc dernier épisode de la trilogie, à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé Grove ou Orchard, les deux précédents, et ce que vous en avez pensé le cas échéant. 1762 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne. Alors pour le coup, je ne m'attendais pas à retrouver Spielcraft Games dans un jeu avec des dinosaures, et pourtant c'est bien ce qui se passe avec Cretaceous Rails, un jeu de dinosaures façon un petit peu Jurassic Park mais sans la licence, et c'est le 3e projet de Spielcraft Games qui, contrairement à ce que son nom n'indique pas du coup, n'est pas allemand mais bien américain, même si les origines du créateur laissent transparaître quand même des ascendances germaniques. Et donc le 3e projet de Spielcraft Games après For Glory. For Glory premier du nom, puis For Glory deuxième impression, plus l'extension Champions, que j'avais backé à l'époque. Je faisais partie des 2647 contributeurs, et donc c'était un jeu de deck building avec des gladiateurs qui se foutaient sur la tronche, et que j'ai reçu il y a quoi, 6-8 mois, et que j'ai toujours pas testé, pour différentes raisons qui sont toutes aussi inexcusables les unes que les autres, mais pour l'instant, oui, on n'a pas encore testé For Glory. J'avoue que j'étais peut-être encore un tout petit peu dans ma phase de Kickstarter, c'est génial, je back tout ce que j'aime bien, et même des trucs que je suis pas fondamentalement hyper fan, parce que là, pour le coup, vous le savez certainement si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, je suis pas un gros fan de deck building, sauf quand c'est une mécanique parmi d'autres, noyée parmi d'autres, mais quand c'est juste du deck building, je suis pas hyper fan, et là c'est quand même la composante principale de For Glory, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis pas encore lancé dedans, à voir. Quoi qu'il en soit, il nous propose cette fois-ci un jeu avec des dinosaures, Cretaceous Rails, qui nous propose, un petit peu comme dans Jurassic Park, de construire, enfin pas de construire, mais de visiter un parc et d'améliorer notre parc de dinosaures, du Jurassique en gros, avec bien sûr un mode solo, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 30 minutes par joueur autour de la table, et c'est pour 14 ans et plus, pour ce qui est fondamentalement un jeu euro, on va dire initié plus, voire presque expert, avec tout un tas de figurines de dinosaures, mais également de personnages, de visiteurs, on va dire, de votre parc. Et c'est un jeu qui fait partie de cette grande catégorie que tous les éditeurs cherchent, à savoir facile à apprendre, difficile à maîtriser. C'est le compromis idéal, bien entendu. Est-ce que c'est réussi à chaque fois? Pas forcément, mais en tout cas, c'est toujours bien de le présenter comme ça. Et donc, dans ce jeu, vous allez construire des petites voies de chemin de fer au sein du parc, pour emmener vos visiteurs en safari. D'ailleurs, vous voyez quelques petites lignes de train ici, en blanc, en bleu, en rouge par exemple. Et donc vous allez avoir à cœur de tisser le meilleur maillage urbain, qui n'est pas du coup urbain parce qu'on n'est pas dans une ville, mais le meilleur maillage urbano ilesque, voilà, j'invente des mots parce qu'on est sur une île, ça n'a pas de sens, je dis un peu n'importe quoi, mais bon, vous avez l'habitude. Mais en gros, vous allez donc devoir construire votre petit réseau ferroviaire au sein de l'île pour construire, pour développer le tourisme et emmener vos visiteurs en safari. Et puis ensuite, chacun des joueurs va avoir un plateau qui lui est propre, et il pourra construire une sorte de tableau avec différents étages, avec des actions qui auront un effet différent selon l'étage où vous allez le placer. Il y aura 3 étages. Et puis aussi, il y a une petite grille d'actions qui est pas inintéressante, dans le sens où à chaque tour, vous allez devoir sélectionner 2 actions en posant votre jeton à la croisée de 2 cases, comme par exemple ici, pour accomplir cette action et celle-ci. Sauf qu'à chaque tour, les tuiles qui composent cette grille vont être remélangées et redistribuées. Donc il y a un petit twist au niveau du placement d'ouvriers qui est pas inintéressant. Alors maintenant, voyons voir un petit peu le What's in the Box et aussi le prix qui l'accompagne. D'abord pour le Core Game, donc le jeu de base, il est actuellement à 79 $ durant la campagne contre 120 $ une fois la sortie en boutique arrivée. Bon, en même temps ça peut s'expliquer en partie par le nombre assez conséquent de miniatures. Et donc ça contient 204 miniatures. Pour le coup, c'est vrai que ça peut expliquer en partie le prix, avec donc les miniatures de dinosaures, mais également les trains, et puis également les visiteurs, les fameux touristes.
Ensuite, les plateaux individuels. Ensuite, l'île que vous allez composer peut-être à chaque partie, j'imagine, un petit peu différemment que la partie précédente. Donc l'île sur laquelle vous allez construire votre parc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les tuiles d'action, oui, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis des petits tokens pour faire votre placement d'ouvriers, quoi, en gros. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau du contenu. Pour le gameplay, la fameuse Action Grid, donc la grille qui va être recomposée tour après tour, hein, qui sera randomisée, et donc vous allez poser au croisement de 2 tuiles pour accomplir les 2 actions qui s'y réfèrent. Ensuite, Rails in the Jungle, vous allez donc devoir bâtir votre propre réseau ferroviaire au sein de l'île, alors que le GIF ne se dévoile pas, mais bon, c'est pas très grave, pour réussir à satisfaire, à contenter le plus de touristes possible. Et puis vous allez avoir une jungle hautement modulable, puisqu'à chaque partie, ce sera bien sûr un agencement différent, et un agencement de dinosaures qui sera différent également, donc bien sûr, vous aurez une assez forte rejouabilité apparemment. Ensuite, le tableau building avec les 3 niveaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à côté de votre plateau individuel, vous allez avoir l'opportunité d'ajouter des tuiles avec des pouvoirs différents en fonction du placement de la tuile en question. Est-ce que c'est au premier étage, au deuxième étage ou au troisième étage? Auquel cas, l'action sera différente du premier ou du deuxième étage par exemple. Et plus vous allez vers le haut, plus l'action sera conséquente et puissante. Donc ça, c'est pas inintéressant. Le coup de la grille d'action, vous allez choisir un croisement pour 2 actions, c'est assez intéressant. Et puis également ce petit tableau building avec une puissance de tuiles différente en fonction de l'étage, ça aussi c'est pas inintéressant. Ensuite, on vous parlait aussi des différentes entreprises que vous pourrez incarner ici, Dynolux, Primal Kingdom, bref, il y en a même une japonaise, tiens, Benta Park, intéressant. Fossil Tracker, etc., etc. Je pense qu'il y aura un petit peu d'asymétrie peut-être, j'imagine. Oui, je crois que les emplacements des étoiles, par exemple, sont un petit peu différents, donc les objectifs seront un peu différents aussi, j'imagine. Bref, passons. Est-ce qu'il y a un autre pledge? Oui, ici, on a un pledge à 109 $ qui s'accompagne de l'extension Cretaceous Skies, avec des dinosaures aériens cette fois-ci, qui viennent ajouter de nouveaux composants, de nouvelles miniatures, bien sûr, de nouvelles tuiles également. Et cette fois-ci, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc on va pouvoir passer à la suite avec les frais de port, mais d'abord mentionnons également l'existence d'une extension pour jouer jusqu'à 5 joueurs au lieu de 4 maximum comme c'était le cas dans le jeu de base. On a aussi des playmats en néoprène éventuellement pour remplacer vos plateaux individuels pas déjà de factions mais d'entreprises, comme Venture Pack ou Primal Kingdom, etc. etc. Ensuite, disais-je, les frais de port, les voici. Ça dépend bien sûr de la région, hein. Union européenne 21 ou 23 $ de frais de port, Canada 29,34, Suisse 25,28, et pour nous qui sommes en Asie zone 1, 32,36 $ de frais de port. Voilà pour Cretaceous Rails, nouveau jeu de Spielkraft Games, qui pour l'instant n'a connu qu'un seul jeu, mais qui a su convaincre un public plus large après la première campagne, lors de la deuxième campagne que lors de la première, et qui a plutôt une bonne presse, une bonne note sur BGG également. Donc je serais tenté de dire que Cretaceous Rails sera certainement sympatoche, même si je suis pas du tout fan de la direction artistique, et que le thème m'en touche une sans faire bouger l'autre. 662 contributeurs pour l'instant, on est quand même assez loin des scores à mon avis de leur jeu précédent, donc peut-être que effectivement la thématique et la DA sont pas du goût de tout le monde, mais il reste 24 jours avant la fin de la campagne pour éventuellement aller dépasser quand même les 1500 ou 2000 d'ici la fin de la campagne. On enchaîne tout de suite avec Diatoms, A Game of Microscopic Proportions, qui a gagné le Cardboard Edison Award de 2023, qui est une compétition qui se déroule aux États-Unis et qui récompense les meilleurs prototypes de l'année. Et donc Diatoms a gagné ce concours relativement connu, relativement prestigieux. Et donc du coup il se lance maintenant sur Kickstarter. C'est le premier projet de Sabrina C de Ludoliminal. Et c'est un projet assez atypique, un jeu plutôt abstrait mais avec une thématique. En fait, vous allez être un nouveau membre d'une société de scientifiques qui aime à pondre des œuvres d'art à partir des petits minéraux, on va dire, qu'ils arrivent à retrouver au fond des océans, par exemple, et ils les accumulent et ils en font des petites mosaïques. Voilà, donc on se touche la nouille comme on peut, hein, chacun ses hobbies, hein, je ne suis pas là pour juger. Quoi qu'il en soit, Diatoms pour l'instant a réuni 450 contributeurs, ce qui n'est pas extraordinaire vu le pedigree derrière, mais bon, c'est quand même pas un mauvais début
pour un premier projet et qui plus est pour un jeu abstrait, qui n'est pas forcément le type de jeu qui attire le plus de monde sur Kickstarter. Et en plus de ça, il reste 26 jours avant la fin de la campagne, le jeu est déjà financé, de justesse ceci dit, mais je pense qu'on va quand même aller dépasser assez facilement les 1000, peut-être même 1500 d'ici la fin de la campagne. Pas de VF pour l'instant, mais ça pourrait venir, on ne sait jamais. 1 à 4 joueurs, 40 minutes la partie, pour 8 ans et plus, ce qui en fait un jeu, encore une fois, relativement accessible et familial. Et donc, pour résumer, eh bien, à chaque tour, vous allez piocher des petites tuiles de water tiles, donc des tuiles d'eau, parmi lesquelles vivent certains petits organismes, on va dire. Et ensuite, dès que vous aurez réussi à construire, enfin, à faire un croisement tel que ici, de couleurs, vous allez associer les couleurs pour faire une sorte de point de jonction ici, eh bien vous allez chercher dans un petit livret la jonction qui est faite ici et ce qu'elle vous permet d'obtenir parmi les différents pools de petits tokens que vous voyez ici. Vous récupérez les tokens en question et ensuite vous allez les ancrer dans votre plateau double épaisseur personnel pour en faire une mosaïque que vous pourrez ensuite à la fin de la partie dévoiler aux différents membres du jury qui sont en fait tout autant de cartes avec des prérequis et qui vous permettront de scorer en fonction de ces 10 prérequis. Donc voilà, assez intéressant. En plus de ça, il y a un petit mode en solo pour ceux que ça pourrait intéresser. Ça se sort assez facilement, c'est relativement court. C'est assez abstrait mais avec une sorte de petit thème qui malgré tout est pas inintéressant et très peu usité pour le coup. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Les Pledge Levels, on peut y jouer en version digitale pour 12$, mais bon, ça je passe. Par contre, pour ceux qui voudraient la version physique, c'est 45$ pour recevoir le jeu en physique, ainsi que peut-être l'accès à la version digitale. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'en prendre deux avec un prix un petit peu réduit à 85$ pour 2 copies du jeu. Et ma foi, c'est après tout, il n'y a pas 1000 niveaux de pledge, et ça c'est plutôt cool. Pour le shipping, Canada c'est 15 à 20$, il en va de même pour la France ou encore la Belgique. Pour nos amis suisses en revanche, et pour nous au Japon également, c'est la même chose, 20 à 25$. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Diatoms, un jeu abstrait qui est pas inintéressant, ce qui n'est pas non plus le type de jeu vers lesquels je vais sauter à pieds joints, mais je reconnais que le jeu a un certain charme et en plus de ça, il est assez unique. On retourne sur GameFound avec l'extension et la seconde impression de League of Dungeoneers qui avait fait une première apparition sur la chaîne l'année dernière, si je me souviens bien, ou il y a 2 ans, pour un menu crowdfunding pour le jeu de base. Et cette fois-ci, c'est sur GameFound et non plus sur Kickstarter que ça se passe, mais le succès, lui, est toujours au rendez-vous avec déjà 3000 backers, 384 000 € d'engrangés pour la réimpression, plus l'extension de League of Dungeoneers, extension qui s'intitule cette fois-ci The False Prophet, donc le faux prophète. Et donc, pour rappel, c'est un jeu, disons, de RPG, dungeon crawler, exploration, stratégie, coopération également, pour 1 à 4 joueurs, pour 180 minutes la partie, donc 3 heures, c'est un petit peu long. C'est pas disponible en VF, en espagnol oui, donc si vous êtes hispanophone pourquoi pas, anglophone bien évidemment aussi, mais pas de version francophone pour l'instant en tout cas. C'est un jeu qui se base essentiellement sur les standees, il n'y aura pas forcément de miniatures dans tous les sens, et ça change un petit peu, même si vous voyez qu'il y a certains éléments des décors notamment, qui seront potentiellement upgradables et deluxifiables à merci, à raison, ou à des raisons. Par contre, y avait-il aussi éventuellement des miniatures si on le souhaitait? Je ne m'en souviens pas, je n'en ai pas souvenir, et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc auquel cas, bah, c'est plutôt tant mieux, j'ai envie de dire, ça change d'avoir des dungeon crawlers sans miniature, d'autant que bon, au final, c'est vrai que même si c'est moins joli, les standees, bon, ça fait le job. Alors pour le reste, vous le savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans différents menus crowdfunding, mais moi, les dungeon crawlers, les lane crawlers, les RPG de ce genre-là, ben j'ai du mal à les différencier les uns des autres. Il paraît, si j'en ai bien, enfin, si ce que j'en ai entendu, si ce que j'en ai lu s'avère véritablement concret, que le jeu est excellent dans sa catégorie. Pour ce qui est des jeux de cet acabit, il paraît que League of Dungeoneers est vraiment excellent. Donc, bon, prenez ça avec des pincettes, parce que moi j'ai pas testé le jeu et c'est pas trop ma gamme, mais moi c'est vrai que comme j'avais déjà dit à plusieurs reprises, ben j'ai du mal à différencier un dungeon crawler d'un autre. Donc je ne saurais pas vous dire ce qui en fait un dungeon crawler meilleur qu'un autre ou plus mauvais qu'un autre, si ce n'est que les retours sont plutôt très positifs. Alors vous avez différents niveaux de pledge, pour ceux qui sont
qui était absent lors de la première campagne sur Kickstarter, vous avez l'occasion de mettre la main sur le jeu de base, ainsi que l'extension pour 175€. C'est le Pledge King que vous voyez ici. Vous aurez aussi de Upgrade Kit pour ceux qui avaient backé la première campagne, mais qui du coup n'avaient pas une version totalement mise à jour. Ce sera le cas maintenant avec ce petit Upgrade Kit à 15€. Ensuite, vous pouvez vous contenter de prendre l'extension si vous avez déjà le jeu de base à 45€ pour The False Prophet. Et puis ensuite, vous pouvez aussi prendre seulement le jeu de base si ça vous tente avec le Pledge Knav à 85€. Ma foi, je ne vais pas continuer trop sur la deluxification, il y a aussi des tapés de néoprène, il y aura aussi des éléments de décor en 3D comme les portes que vous voyez ici. Ça peut faire monter la facture assez haut aussi, bien évidemment. Et puis, pour le reste, ma foi, qu'est-ce que ça vient ajouter de plus? Il y aura de nouvelles quêtes, bien évidemment, il y aura aussi de nouvelles, comment dirais-je, pas de nouvelles professions, mais en gros, de nouveaux archétypes que vous pourrez choisir pour vos personnages. Il y aura de nouveaux donjons, de nouveaux scénarios, de nouvelles fiches de développement de personnages, etc., etc. Bref, encore une fois, beaucoup de ce qu'on a déjà vu dans la première campagne, avec quelques petits ajouts, j'imagine, de gameplay qui, au demeurant, seront les bienvenus aussi, mais ça ne va pas révolutionner le jeu, j'ai l'impression. Mais encore une fois, prenez ça avec des pincettes. Je suis vraiment pas expert en la matière. Nouvelle type d'environnement, nouveaux ennemis, encore plus de, comment dirais-je, d'options disponibles pour la création de personnages, etc., etc. Voilà, encore plus de ce qui faisait de ce jeu déjà une sorte de nouvelle référence du dungeon crawler. Après, à vous de voir, et si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça pourrait toujours aider ceux que le jeu intéresse à se faire un avis ou à orienter un peu leur décision. Pour les frais de port, Union Européenne, pour la majorité des pays, ça va de 16 à 60 en fonction du pledge que vous allez choisir. Ensuite, pour nos amis suisses, 35 à 66. Pour les Canadiens, ça dépend, comme parfois c'est le cas sur Kickstarter, du nombre de backers qu'il y aura chez vous. Plus de 200, ce sera donc 22 à 60, moins de 200, 27 à 70. Ils font souvent le coup pour les Canadiens et pour les Australiens, ce sera le cas encore pour les Australiens aussi d'ailleurs. Et pour nous qui sommes dans le Far East, ce serait théoriquement 25 à 98$ de frais de port. Et ma foi, c'est après tout pour League of the Dungeoneers avec l'extension False Prophet, donc le faux prophète, avec pour l'instant 3000 backers déjà, 385 000€ d'engrangés. On est sur un très très beau début de campagne, donc vraiment un jeu qui a su trouver son public et qui sait en plus attirer de nouvelles personnes vers lui, donc vraiment beau succès. C'était le dernier plat principal de la semaine, on va maintenant s'orienter vers les 3 desserts de la semaine, c'est parti pour le sucre. Bon alors très brièvement tout à l'heure je vous ai présenté très brièvement le nouveau studio, comme on pourrait appeler ça, qui est aussi mon bureau. Par contre je vous ai pas dit que contrairement au précédent, il n'y avait pas la clim. Et là j'ai chaud, ça race. Je suis pas encore en âge, mais je sens que j'ai rapidement envie de terminer cette vidéo, voyez-vous. Et ça tombe bien parce qu'on entre dans les desserts, la dernière partie de cette vidéo. Et on commence ensuite avec le coup de cœur de la semaine, bien évidemment, mais vous le saviez déjà si vous avez regardé notre vidéo de review. Il s'agit de Unsettled et de sa localisation en français par nos chers Lucky Duck Games. Sur Game on Tabletop, pour l'instant on est à 374 contributeurs, ce qui pour du Game on Tabletop est plutôt un très bon résultat, et on est déjà à 60 000€ d'engrangés, donc on est largement financé. Il reste 17 jours avant la fin de la campagne. Alors bien sûr, qui dit projet de localisation sur Game on Tabletop dit campagne en français exclusivement, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi pour simplement vous donner les informations dont vous auriez besoin, parce qu'elles sont déjà toutes écrites en français pour vous, et en plus de ça, vous allez avoir un tas de vidéos en français pour vous orienter, pour vous dire un petit peu ce que nous autres créateurs de contenu en avons pensé, avec ici par exemple Nyx qui en avait fait son jeu numéro 1 de l'année 2021, et je le comprends tout à fait, parce que si vous avez regardé notre review également, que nous avons fait pour la campagne, parce qu'on avait justement l'occasion de le faire en partenariat avec Lucky Duck Games, qui nous ont demandé si on pouvait faire une vidéo de review, ce qu'on a fait avec grand plaisir et qu'on comptait déjà le faire depuis longtemps à vrai dire. Eh bien vous saurez également que nous avons particulièrement aimé Unsettled, qu'on a joué déjà 5-6 fois je dirais.
et vraiment c'est vraiment un émerveillement de tous les instants, quoi. C'est génialissime. Voilà, notre review se trouve ici, et d'ailleurs elle a fait un bon début, on est à actuellement 1300, 1400 vues je crois, donc on est sur un très bon début, mais vous en aurez plein d'autres, hein, des très très bonnes vidéos, un monde de jeu par exemple, mais également la zone jeux de société, jeux en cravate, l'école du jeu, on joue dessus, l'ISFI, la société des jeux, bref, Ludovox également. On a un masse de créateurs de contenu francophones qui vous orienteront plus ou moins tous dans le même sens, à savoir que Unsettled, c'est la vie. Voilà. Alors parfois c'est aussi la mort, certes, mais bon, quand même, on va faire un petit résumé malgré tout. Unsettled, c'est un jeu dans lequel vous êtes un équipage un vaisseau spatial un petit peu à la dérive. Vous atterrissez, bon gré malgré sur une planète inconnue et vous allez devoir explorer la dite planète. Chaque planète sera radicalement différente des autres, avec des conditions complètement différentes, que ce soit climatiques ou en termes de faune ou de flore, etc. La survie sera radicalement différente d'une planète à une autre. Même au sein d'une même planète, on aura différents scénarios disponibles et qui seront assez différents de l'un de l'autre. Donc vraiment une assez forte rejouabilité, j'allais dire, mais c'est pas vraiment rejouabilité dans le sens où de toute façon ce sont des scénarios différents, ce sont des planètes différentes. Donc vraiment un jeu très très riche, avec une très belle profondeur, avec un gameplay coopératif vraiment aux petits oignons. Ça est de 1 à 4 joueurs, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est pour 1 à 4 joueurs. J'arrive pas à retrouver les infos, voilà, c'est 2 à 4 joueurs, on peut y jouer en solo en réalité, hein, donc 1 à 4 joueurs, mais vous devrez contrôler plusieurs joueurs, c'est tout, enfin plusieurs personnages. C'est pour des parties de 60 à 90 minutes, je dirais même plutôt de 60 à 120 minutes peut-être potentiellement, pour 14 ans et plus. Avec une très bonne note sur BGG, qui a déjà reçu pas mal de récompenses depuis quelques années, avec un matos fou. C'est le même éditeur que Vindication, hein, il s'agit de Orange Nebula, ils ont toujours du matos vraiment hyper classe. C'est un jeu qui prend beaucoup de place, attention, ça fait partie des seuls petits points noirs potentiels qu'on pourrait mentionner dans notre vidéo de review par exemple. On a certains plateaux qui prennent vraiment beaucoup de place pour ce que c'est, certes, même les gros disques que vous voyez ici prennent beaucoup trop de place par rapport à ce qu'ils sont censés fournir en termes de gameplay, mais bon, on est sur aussi du over the top en termes de présence sur table et de matériel. Ça fait aussi partie de l'énorme charme de Unsettled, au-delà de la direction artistique qui est magnifique. On est vraiment dans un jeu d'exploration dans tous les sens du terme, avec des cartes ou des tuiles comme vous le voulez, qui sont ici, qui seront face cachée en des parties, et vous devrez les explorer au fur et à mesure que la partie se déroule, à vos risques et périls. Ce ne sera pas forcément toujours de tout repos, mais vraiment il faudra explorer, il faudra essayer de faire un maximum de choses. N'ayez pas peur de perdre du temps, vraiment essayez de faire des trucs, comme le livret de règles le dit lui-même très bien. Partez à l'aventure, touchez des trucs, essayez vraiment. Et c'est génial, vraiment c'est un jeu qui retranscrit vraiment très bien ce sentiment d'exploration, de danger pour sa propre personne, de l'incompréhension de tout ce qui nous entoure. C'est vraiment génial de ce point de vue-là également. Et en plus, vous le voyez, on a des niveaux de défi. Chaque planète a un niveau de défi. Il ne s'agit pas d'un degré de difficulté. C'est note de 1 à 4 comme vous voyez ici, hein, la planète de base c'est un challenge de 1 sur 4, ça fait partie intégrante de la complexité qu'induisent les changements de règles, et elle indique la force mentale nécessaire pour affronter chaque planète, mais c'est pas à proprement parler de la difficulté. Vous pourrez aussi bien vous en sortir sur une planète de niveau 1 que de niveau 4, simplement les mécanismes seront peut-être un petit peu plus complexes, les choix que vous aurez à faire le seront peut-être aussi, mais pas la difficulté en tant que telle. Voilà, vraiment, je vais pas en parler trop longtemps, parce que de toute façon on a déjà fait une review, et vous aurez aussi dans les jours à venir, dans les semaines peut-être à venir, plutôt avant la fin de la campagne quoi qu'il arrive, une vidéo de gameplay, voire même peut-être 2, je pense qu'on va plutôt s'orienter vers 2 vidéos pour un seul et même scénario, pour simplement des soucis de spoiler potentiel qui pourraient gâcher, comment dirais-je, le plaisir de certaines personnes, mais avec une deuxième partie, avec la fin de notre aventure, pour ceux qui vraiment voudraient voir vers où on s'est orienté, comment on a réussi à s'en sortir ou pas. Donc je pense que malgré tout il y aura des joueurs qui voudront voir la partie jusqu'au bout, donc on en fera simplement 2 parties, en fait une seule partie, mais découpée en 2, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez ensuite un petit descriptif des différentes planètes, avec ici Venora, qui sera certainement celle qu'on utilisera pour notre partie de démo, parce que c'est la première planète, c'est la planète avec un challenge de 1 sur 4, donc voilà, c'est un bon point d'entrée.
Je ne vais pas passer le détail de chacune des planètes, hein, vous aurez à cœur de les découvrir par vous-même. Vous pourrez les prendre en add-on à 25 euros pièce, ou vous pourrez prendre un gros all-in avec les 2 planètes de base plus 4 autres de la première saison. Parce qu'il y a aussi une deuxième saison mais qui n'est pas encore en VF, qui pour l'instant n'est pas encore parvenu au backer de la version originale, donc c'est pour vous dire. Alors les contreparties, le pledge scientifique, c'est la boîte de base avec seulement 2 planètes, donc Venora et Grakis, pour 99 euros. Ensuite vous avez le pledge explorateur, c'est à 115 euros et c'est l'occasion de prendre, en plus de la boîte de base, une planète supplémentaire. Ensuite, vous avez aussi le niveau amiral, le niveau 3, c'est la totale, c'est 149 euros pour toutes les planètes de la saison 1, donc les 2 de la boîte de base, plus 4 autres. C'est en gros le pledge que moi je possède à l'heure actuelle, parce que je n'avais pas pris la saison 2, puisqu'il reste encore beaucoup de choses à explorer dans les planètes qu'on a déjà. Ensuite, vous pouvez prendre les autres planètes en add-on à 25 euros pièce, bien évidemment. Ensuite, pour les expéditions, pour le frais de port, donc la France, la Belgique ou encore le Luxembourg, c'est 10 euros. La Suisse, c'est 30 euros, ça pique un peu. Le Canada, c'est 35, c'est encore pire. Après, les dom-toms, n'en parlons même pas, vous allez souffrir, bien évidemment. Et ma foi, c'est après tout, je vais pas parler trop longtemps de Unsettled, je vous encourage plutôt à aller voir notre review qui se trouve ici, et aussi parce que on est loin d'être les seuls, à aller voir les reviews de l'ISFA et de Onjoutu, de l'école du jeu en cravate, et de tous les autres bien évidemment, y compris et surtout de notre très cher ami Nyx, qui en avait parlé lui aussi dans les meilleurs jeux de sa ludothèque édition 2021. Voilà, du coup, on enchaîne tout de suite avec la deuxième campagne des desserts de la semaine, mais vraiment, Unsettled, c'est la vie. Deuxième dessert de la semaine, on est à nouveau du côté de chez GameFound, et il s'agit de Aberration en français, le jeu de Ghostfire Gaming, qui pour l'instant a financé avec 100 000 $ pour 472 backers présents sur la campagne 20 jours avant la fin de cette dernière. Et Aberration, c'est encore un jeu coopératif, c'est la semaine on va dire, qui vous propose une expérience de Tower Defense avec un jeu dans un univers très horrifique, très orienté survival. Vous êtes une équipe une équipe c'est de singulier, qui doit protéger un village face à une horde de monstres en tout genre avec leurs propres spécificités les uns les autres, avec vous aussi d'ailleurs des personnages asymétriques que vous pourrez rendre encore plus asymétriques au fur et à mesure de la partie. On est sur un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes, et c'est donc un jeu de Tower Defense coopératif, de survie, avec un monde horrifique bien dégueulasse et des monstres qui ne le sont pas moins. Avec des pouvoirs asymétriques comme j'ai dit tout à l'heure, avec une facette de backbuilding, d'où les 4 petits sacs que vous voyez ici, et également une facette de placement d'ouvriers en coopératif. Ensuite, continuons. D'ailleurs, juste pour le signaler, c'est un jeu de Peter Lee, derrière Lords of Waterdeep, Tyrants of the Underdark ou encore plus récemment Horrified, donc un auteur déjà assez reconnu dans le milieu. Et donc, que nous propose cette expérience qu'est Aberration? Eh bien, vous allez voir différents monstres bien dégueulasses, comme ici le Caprathorn, avec sa propre miniature et ses propres cartes. Je vous dis ça parce qu'en fait, toutes les autres horreurs que vous allez devoir affronter dans le jeu ou les extensions sont toutes comme ça. Une miniature, 10 cartes avec ses propres spécificités. Ici, on voit le Bear, on voit le Rogog, je sais pas comment on est censé prononcer ça. Ils sont tous plus dégueulasses les uns que les autres, et vous aurez ensuite les sortes de minions, donc de sous-fifres de ces gros boss, avec ici par exemple les Aberrant Horror, ou encore les Aberrant Wolves, les Aberrant Bats, etc., etc. Donc plein de trucs bien dégueulasses qui vont chercher à assaillir le village que vous aurez à cœur de protéger. Ensuite, on a ensuite The Great Beast, donc la grosse bestiole, le gros boss que vous devrez réussir à terrasser pour l'emporter. On a tout un tas de tokens, des dés bien évidemment. Et le slogan c'est We fight or we die, on va devoir protéger le village ou mourir en essayant de le faire, avec des héros qui sont ici, avec des compétences asymétriques eux aussi, que vous pourrez développer au fur et à mesure de la partie. On a par exemple ici Galgrick, qui est une sorte de nain, avec la compétence de résilience, qui vous permettra par exemple de vous guérir d'un point de vie à chaque fois que vous remplirez à nouveau votre sac. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la composante de backbuilding.
On a ensuite par exemple Alwyn qui elle aura la compétence de Keen Sight, donc une meilleure vue que les autres, et qui pourra notamment ignorer l'effet When Revealed, donc lorsque le monstre est dévoilé, il y a un effet qui vous impacte parfois, et elle pourra, elle ou lui je ne sais pas, pourra ignorer cet effet par exemple. Bref, chaque héros aura ses propres compétences asymétriques, et vous allez avoir de nouveaux monstres et de nouveaux héros par la suite dans une autre extension qui va venir plus tard. Sachez que vous pourrez aussi combiner dans votre héros à une classe, par exemple Galdrick avec la classe de Monster Hunter par exemple. Et ça ajoutera un plateau supplémentaire que vous voyez ici, qui est lui aussi asymétrique. Donc on pourra aller renforcer la symétrie et une grosse rejouabilité, une grosse somme de combos à aller imaginer d'une partie à l'autre, puisqu'il y aura aussi donc différentes classes à aller explorer. Il y en aura 4 dans le jeu de base, et ensuite on en verra d'autres via l'extension. Ensuite, le plateau central avec 4 tuiles en sorte de triangle arrondi comme ça, qui composeront la map centrale, et en son centre le village que vous voyez ici, sachant que les 4 plateaux sont double face pour encore plus de rejouabilité. Ensuite on continue avec le matos que vous voyez ici, et puis on va aller chercher l'extension Spellcasters qui se trouve ici avec la nouvelle monstruosité qui est le druide Gnoll, ainsi que les hordes qui vont avec lui, et les nouveaux personnages aussi avec Ethereal ou encore avec Lyra par exemple, donc avec deux nouvelles classes également, Inquisiteur et Arcaniste, donc encore plus de rejouabilité, encore plus de combos à aller imaginer. On a ensuite encore une extension, Honk of Doom, avec une sorte de hydre de l'herbe, sauf que c'est pas aussi classe, que c'est un gros poulet avec plusieurs têtes en réalité, mais bon, ça y fait penser, avec bien sûr sa horde de petits poulets à plusieurs têtes, qui nous viennent tout droit de Tchernobyl. Et donc voilà ce que ça peut vous proposer en termes de gameplay, donc l'édition standard ou l'édition deluxe, avec ou sans extension, qui viennent rajouter ou non des personnages supplémentaires, des monstres supplémentaires, etc., etc. Les pledges, c'est d'ici que ça se passe. On a la version deluxe à 150 boules pour le jeu de base plus l'extension, mais le tout en deluxification avec 150 $. Donc en gros, c'est le pledge all-in de la campagne, même si vous verrez qu'il y a plus cher derrière. Sinon, vous pourrez prendre la standard edition pour le jeu de base à 80 $. Ensuite, jeu de base plus Spellcasters d'extension pour 99 $. On a ici à 185 l'édition deluxe de plus Spellcasters et plus, comment ça s'appelle la deuxième extension, bref, les deux extensions, en deluxifié. Donc ça c'est le vrai... Ouais, donc j'ai dit une connerie, excusez-moi. C'était pas du tout un all-in parce qu'il manquait une extension. D'accord. Donc le all-in en fait il est plus bas. Ça c'est le all-in gameplay, et ça sera le all-in de la mort qui tue avec deluxification dans tous les sens à 250 $. Voilà. Et ma foi, je ne vais pas entrer plus que ça dans les détails, parce que pour le reste, vous vous rendrez compte assez facilement qu'une fois que le personnage est créé, avec sa classe, le personnage, la symétrie qui est développée, le plateau central qui est assemblé d'une manière spécifique pour la partie en cours, avec le village en son centre, etc. Pour le reste, ça va être relativement classique, on va avoir de l'exploration, on va avoir de la grosse baston, de la coopération, bon bref, relativement classique, mais assez efficace semble-t-il, si on en croit en tout cas les différents retours des vidéastes que j'ai pu observer. Ensuite, pour le shipping, Canada 28, 35, 38, 43, 50 en fonction du niveau de pledge. Ensuite, pour l'Union Européenne, ça doit être Rest of Europe, j'imagine. Je ne vois pas où se trouve l'astérisque ici. Bon, on va dire que c'est la plupart des pays européens. Pas forcément l'Union Européenne, mais l'Europe, donc peut-être que la Suisse est contenue là-dedans. 20-25 jusqu'à 35-40. Et puis pour nous qui sommes en Asie, ça devrait être du coup 20-40 jusqu'à 40-60 de frais de port. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Aberration, le jeu de Ghostfire Gaming, par l'auteur de Horrified, entre autres. 20 jours avant la fin de la campagne, on n'est pas sur un énorme succès en réalité quand on voit le nom de l'auteur derrière quand même, mais c'est une période assez chargée avec beaucoup de projets super intéressants, en plus sur GameFound, mais malgré tout, il a quand même su réussir à trouver son public. Et qui plus est, il reste 20 jours avant la fin de la campagne, donc on a encore un petit peu de temps pour aller franchir les 1000 backers avec un peu d'aisance malgré tout. On termine cette semaine par ce qui était le projet qui a reçu le plus de voix, à mon grand étonnement, parce qu'il ne s'agit pas véritablement d'un jeu de société. Avec The Shivers, on est sur... Oula, la page qui a bougé toute seule. On est sur un jeu de pop-up game, puisqu'en fait, vous allez ouvrir une sorte d'enveloppe, et ça va vous dévoiler donc une sorte de pièce, plus ou moins grande en fonction des extensions, du jeu de base, etc.
Et dans cette pièce, tout un tas d'indices et une enquête à résoudre en soulevant, en ouvrant certaines parties du pop-up que vous voyez ici. Ma foi, je trouve ça très charmant, je suis pas du tout le public, mais j'avoue que c'est très joliment fait, la DA est super jolie, c'est très mignon, c'est très familial, ça se prête bien à ce genre de groupe, famille, amis, etc., même s'il y a toujours le risque du alpha player là-dedans. Le petit truc enquête qui va bien aussi, je trouve ça très très charmant, mais c'est pas pour moi, quoi, simplement. Et je pensais pas que vous seriez aussi nombreux à voter pour The Shivers, en le plaçant à la tête du sondage de la semaine, et du coup, votre ordre est bien passé, je le présente avec grande dignité dans les desserts de la semaine, même si a priori c'est pas du tout pour moi. Et en plus je sais pas très bien comment présenter un jeu de ce type-là, sachant que c'est pas un jeu de société, et que le gameplay est radicalement différent de ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, The Shivers avec 3 nouvelles extensions, Triple Terror, 1254 backers pour l'instant, 32 jours avant la fin de la campagne, et déjà 120 000 € d'engrangés pour le nouveau projet de Andy Logan et de toute l'équipe d'ailleurs de Shivers, qui à l'époque avait fait quand même près de 6800 backers lors de la première campagne de The Shivers. D'ailleurs c'était quand? On va aller vérifier ça tout de suite ensemble. C'était en 2020. Ah, ça fait quand même un bail, ça fait 3 ans déjà qu'ils avaient pondu The Shivers, et donc ils nous reviennent avec une tripotée d'extensions, 3 extensions, et pour l'instant, en fin de première semaine, on est déjà à 1254 backers. Je dis déjà, mais en réalité, si le même modèle s'applique à ce genre de jeu que aux jeux de société de manière générale, 1254 backers à la fin de la première semaine, comparativement aux 6800 de la première campagne, les bases sont pas aussi bonnes que le jeu d'origine. Même s'il reste 32 jours, donc c'est la campagne la plus longue de la semaine, je doute qu'ils franchissent les 5000 par exemple cette fois-ci. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire que la première campagne n'était pas, comment dirais-je, suffisamment convaincante. J'ai vraiment aucune base, aucune connaissance sur les jeux de ce type-là, donc je ne pourrais pas vous en parler plus en détail, extrapoler sur la qualité du jeu de base vis-à-vis du nombre de backers qu'il y a pour l'instant comparativement à la première campagne. Ça, je ne sais pas du tout comment ça s'applique sur ce type de jeu-là. Quoi qu'il en soit, pour rappel, un jeu d'Asie, c'est un jeu de pop-up game. On va avoir différentes pièces qu'on va devoir explorer pour résoudre des enquêtes, et ce sera pour des parties d'environ 60 à 90 minutes, pour 2 à 5 joueurs, même si je pense qu'on peut certainement jouer à plus que ça, même s'il faudra certainement sacrifier une partie du gameplay, parce qu'on a certainement que 5 personnages, j'imagine, contrôlables, mais bon, je pense qu'on peut y jouer à plus que ça. Et c'est pour du 8 ans et plus pour ce qui est des joueurs autour de la table. Par contre, il faudra aussi un storyteller, donc une sorte de conteur, qui lui devra être un peu plus âgé potentiellement, mais bon, ça c'est pas très important au demeurant. Et donc, vous allez avoir ici différents pledges disponibles. Le Triple Terror, c'est donc les 3 nouvelles extensions pour 85$. Ça comprendra The Deadly Dungeon, donc le donjon mortel, qui comprendra aussi une guillotine qui sera fonctionnelle, mais bon, qui sera en papier, hein, donc ça ne va pas vous couper les masses, mais bon quand même. On a ensuite The Ominous Observatory, donc l'observatoire, hein, que vous voyez ici. Mais également The Fogmore Museum, donc un musée la nuit, avec le dinosaure que vous voyez ici, quand même très très classe. Encore une fois, très très belle direction artistique, hein, là-dessus il n'y a pas de doute. Et puis en plus de ça, ils vous ajoutent même leur plus grande pièce à ce jour, et qui s'intitule Fogmore Manor, donc le manoir de Fogmore, qui est une pièce assez conséquente, avec plein de petits trucs à aller explorer, même des monstres à aller découvrir également. Et donc en plus de tout ça, vous aurez aussi plein de petits livrets d'épisodes, d'enquêtes à aller effectuer, d'indices à aller découvrir dans les différentes pièces que vous allez explorer. Vous avez aussi The Shivers All-In à 175$ pour avoir la totalité de ce que l'équipe de The Shivers a créé jusqu'à présent, donc le jeu de base, plus toutes les extensions nouvelles ou anciennes, 175$. Avec les extensions qui étaient déjà précédemment sorties, notamment Fangs ou It's All Fun and Game Until 3 petits points. Voilà. Ensuite, pour ceux qui voudraient se contenter exclusivement du jeu de base parce qu'ils n'avaient pas backé à l'époque, vous pouvez le faire aussi. Par contre, il y en a assez peu en termes de quantité, et ce serait uniquement pour les USA et le Canada. Donc pour les Européens, c'est mort. Et c'est 65$. Et ma foi, je sais pas trop quoi vous dire de plus, parce qu'encore une fois, je n'y connais pas grand chose dans ce type de jeu, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez fun.
Le tenter comme ça, une soirée avec un groupe d'amis, pourquoi pas, ça peut être très drôle, mais encore une fois, c'est pas un type de jeu qui m'attire outre mesure. Ensuite, eh bien, on va aller chercher les frais de port, même si bon, je m'aperçois effectivement avec non sans une certaine culpabilité que oui, il y a un petit how to play et je me sens un peu obligé. Hein, donc il y aura un petit peu une phase de sélection de personnages que l'on va devoir effectuer. Ensuite le setup, donc on va devoir composer les différents branchements de pièces que l'on va explorer, cacher les indices, etc. Peut-être pour le sort de maître du jeu, j'imagine. Explorer les différentes pièces et les puzzles qui se trouvent pour trouver des indices, pour résoudre les enquêtes, alors que là encore une fois les gifs ne marchent pas. Collecter tout un tas d'items pour nous aider dans notre quête. Par exemple, j'imagine des bougies ou ce genre de choses-là pour nous permettre d'évoluer plus facilement dans les lieux. On va aussi rencontrer parfois des adversaires. Il y aura peut-être justement à ce moment-là des dés. On a vu quelques petits dés un peu plus haut. Peut-être que c'est notamment pour les combats ici, backfires, donc ça pourrait être le cas. On a des dés avec ça marche, ça ne marche pas, etc. Donc ouais, il y a plein de petits événements à aller résoudre vraisemblablement. Ça peut être encore une fois assez fandard. Et cette fois-ci, je vais bel et bien m'orienter vers les frais de port. Ça, c'est les add-ons. On peut aussi prendre des add-ons. On peut prendre aussi des loops en add-on avec 5$ pièce. Pourquoi pas. On peut même prendre une bougie à 25$ pour l'ambiance, j'imagine. Ça peut être assez drôle. Et donc le shipping pour le Canada, 35 à 37$. Pour l'Union Européenne, 27 à 35$ pour le Triple Tower. Mais il n'y aura pas de jeu de base apparemment. Ça, par contre, c'est assez méchant. Et pour l'Asie, 18$ de frais de port. Mais par contre, il faut vérifier, parce qu'a priori, le Triple Terror, c'est les extensions. Alors, est-ce que ce sont des extensions one-shot ou non? J'aurais tendance à dire que oui, probablement, mais je suis pas sûr du tout, parce que le core game, c'est quand même le cœur du jeu, enfin le jeu de base. À mon avis, si vous n'avez pas le jeu, la dénomination core game me semble faire penser à un truc nécessaire pour pouvoir jouer aux 3 extensions qui viennent de sortir. Donc à voir si vous pouvez être livré ou non, et est-ce que c'est des one-shot ou pas. À voir. Et ma foi, cette fois-ci, c'est bel et bien tout pour The Shivers avec ce trio de nouvelles extensions qui pour l'instant a accueilli 1255 backers, 120 000 € d'engrangés, 32 jours avant la fin de la campagne. C'est tout pour cette semaine du menu crowdfunding dans ce nouveau studio qui est pas encore très bien rangé, avec une Kallax montée un petit peu à la va-vite et rangée un petit peu à la va-vite également. On va tâcher d'améliorer ça dans les semaines à venir. Je sais pas encore quelle tronche ça aura. Lorsqu'on tournera des vidéos avec Xavier cette fois-ci, on n'aura plus la table en biais par rapport à la Kallax, mais cette fois-ci je déplacerai cette table que vous voyez ici derrière moi dans l'autre sens, et normalement on devrait avoir la Kallax juste derrière nous. Ce sera un petit peu plus joli, un tout petit poil plus pro également. Mais bon, ça n'a pas forcément une très grande importance au demeurant. Du coup, on se retrouve très prochainement pour le nouveau menu crowdfunding de toute façon, mais également pour une nouvelle vidéo avec Xavier, puisqu'on va faire donc l'expli partie avec et sans spoiler de Unsettled pour couvrir la campagne, et puis également notre patron de l'addition des mois de août et septembre, parce qu'on avait raté août pour le coup, donc on fera 2 mois en un seul comme on l'avait déjà fait au printemps dernier. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches surtout, et à la prochaine.